Ah ben, je tiens à mon tour à remercier le bureau de l'AMCAR. Vraiment bravo, félicitations. Excellent travail, ça nous fait plaisir et chaud au cœur. Je ne peux pas parler plus longtemps parce que je n'ai que 15 minutes, mais j'aurais voulu passer plus de temps à les féliciter. Alors, obésité, risque cardiovasculaire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comme on n'a pas beaucoup de temps, alors on va commencer par poser des questions. Obésité ou surpoids, ça touche combien en pourcentage de la population? À votre avis, le quart, la moitié, 45% de la population est soit en surpoids, soit obèse. Et si on prend que l'obésité toute seule, elle est responsable directement ou indirectement à combien pourcent de mortalité cardiovasculaire, d'où le titre le risque cardiovasculaire et obésité, 40%. 40% de la mortalité cardiovasculaire est attribuée à l'obésité. Avec des chiffres comme ça, on se dit, si la moitié de la population est en surpoids obèse et que la moitié va mourir d'une maladie cardiovasculaire en rapport, c'est que vraiment on est devant une situation très sérieuse. Et des chiffres de l'OMS, en 40 ans, l'obésité des enfants a multiplié par 10 en 40 ans. 10 fois plus d'enfants obèses qu'il y a 40 ans. Alors si vous y rajoutez le Covid et tout ce qui s'ensuit avec les fermetures, le lockdown, eh bien c'est la catastrophe, c'est vraiment quelque chose de grave et merci pour le choix de ce thème-là. Première nouveauté, je dirais, c'est qu'on utilise de moins en moins l'IMC tout seul pour parler du risque cardiovasculaire de l'obésité. On utilise plutôt le tour de taille, West Circumference, et encore mieux, on se dit tour de taille par rapport à la taille, parce qu'une personne qui fait 2 mètres, ce n'est pas la même chose qu'une petite personne de petite taille, par rapport à la taille, mais celui qui est retenu en clinique le plus, c'est celui-là, c'est le tour de taille sur le tour de hanche. Et ça, c'est très intéressant puisque, regardez vers la gauche, ceux qui ont la forme de paume sont ceux qui ont plus exposé. Et on retient les chiffres suivants. Chez l'homme, tous ceux qui ont plus de 0,9, c'est pas bon. Chez les femmes, tous ceux qui ont plus de 0,85. C'est-à-dire, si on est comme ça, c'est pas bon. 1. Si on est comme ça, tour de taille et tour de hanche, c'est qu'on est à haut risque cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que pour le même IMC, eh bien, le calcul du risque, on trouve que les gens qui ont ce rapport-là élevé ont plus de risques cardiovasculaires que les autres. À côté de ça, la deuxième nouveauté, on va dire, elle se trouve ailleurs, c'est l'adiposité viscérale. C'est un paramètre qui a une dizaine d'années, il commence, il n'a pas intégré le risque cardiovasculaire de façon formelle, mais ça ne saura tarder. Parce que depuis 7 ans, il y a des papiers sur l'obésité abdominale sous-cutanée. Et ensuite, bon, je vous ai choisi ça, association de l'obésité en quelque sorte abdominale, viscérale et sous-cutanée comme marqueur du risque cardiaque chez les personnes obèses. Et on sait depuis tous ces 10 ans qui sont passés que vraiment, on doit faire attention à la graisse sous-cutanée, à la graisse viscérale autour des viscères. On connaît ça, nous les Marocains, avec le mouton, l'effet shahma bzaf, et l'épiplon. Et donc, finalement, c'est un peu le risque cardio-métabolique. Pour imager ça, je vous ai choisi cette photo. Le tissu adipeux sous-cutané, c'est là, et le viscéral, c'est tout ce qui entoure les viscères. Pourquoi c'est important? Parce que regardez cette IRM qui a calculé le body fat, pourcentage de graisse. Vous avez 2 personnes qui ont le même âge, même sexe,
même IMC et même pourcentage de gras. Même pourcentage de gras. Mais regardez à gauche, toute sa masse graisseuse est autour de son abdomen. Vous voyez, il y a du blanc partout. Et ça fait 5,8 litres de gras. Alors qu'à droite, sa graisse, elle est juste sous-cutanée et les organes ne sont pas infiltrés. 1 litre, eh bien, ils n'ont pas du tout le même risque cardiovasculaire, même s'ils ont même âge, même sexe, même IMC et même pourcentage de graisse. Celui-là est plus exposé. Donc, il y a encore du nouveau, c'est l'association de la graisse péricardique autour du cœur, dans le péricarde, qui est en quelque sorte un nouveau marqueur du risque cardiovasculaire, et elle est corrélée à la fonction ventriculaire gauche. C'est ce qu'on appelle le pâte péricardial adipose tissu. Et vous voyez ici, il y a aussi l'épicardique, le tissu adipeux épicardique qui est un marqueur du risque cardiométabolique. Donc, c'est des choses nouvelles auxquelles nous devons faire attention et auxquelles on ne prêtait aucune attention, PAT, EAT et gros risque cardiométabolique. Et pour avoir une idée, il y a une étude qui a dit qu'augmenter de 1 point une standard deviation, une déviation standard de 1, va augmenter la mortalité toute cause de 34%. C'est-à-dire que cette graisse péricardique et épicardique est vraiment corrélée très fortement au risque cardiométabolique. Pour imager ça, vous voyez la graisse péricardique et la graisse épicardique qui sont toutes les deux importantes. Donc, pour l'avenir, eh bien, certainement qu'il y aura une évaluation très mathématique sur un scanner comme ça, puisque ça se fait déjà, d'évaluer la graisse épicardique avec un volume ou une surface, et on peut avoir exactement le fat péricardique, le fat épicardique, et ça va être très fortement corrélé au risque cardiovasculaire et de loin beaucoup plus que cet IMC. L'obésité, comment on la voyait jusqu'à aujourd'hui? Avant qu'il y ait ces nouveautés, on se disait que l'obésité aggrave l'hypertension, le diabète, elle vient se surajouter, il y a la dysfonction endothéliale, etc. Et ça facilite les événements cardiovasculaires. Mais aujourd'hui, avec ces nouveaux paramètres, l'obésité, on tient compte de cette graisse épicardique et péricardique, et on sait qu'elle va intervenir par la libération de plusieurs molécules qui vont interférer avec le risque cardiovasculaire, que ce soit la leptine, adiponectine, interleukine, etc. Donc, la vision de l'obésité est en train de changer. Troisième chose nouvelle, puisqu'on parle des nouveautés, eh bien, si on fait attention au risque d'insuffisance cardiaque, puisque on sait que l'obésité augmente le risque d'insuffisance cardiaque, si vous voyez l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, eh bien, à partir d'un IMC à 30, ça augmente, mais vous voyez pas beaucoup. Par contre, et c'est ça le message très important, c'est que le HFpEF, c'est-à-dire Preserved EF, une fraction d'éjection préservée, à partir de 25 d'IMC, plus l'IMC augmente, plus le risque d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée augmente de façon vraiment linéaire et importante. Donc, on doit avoir en tête obésité et HFpEF. Alors ici, c'est un travail, c'est le Jackson Heart Study, qui essaye d'évaluer la graisse péricardique et le risque d'insuffisance cardiaque et de mortalité. Et ce qui a été constaté, c'est que
qu'il y a une corrélation importante entre la graisse péricardique et le risque d'insuffisance cardiaque et de mortalité, aussi bien que la graisse viscérale. Par contre, ce qui n'a pas été prouvé, c'est que la graisse juste sous-cutanée, sous la peau, elle n'est pas corrélée à la mortalité et à l'insuffisance cardiaque. Donc les messages vont encore dans le sens de cette graisse péricardique et épicardique comme étant responsable d'évolution vers l'insuffisance cardiaque et la mortalité. Alors, quatrième chose nouvelle, et je crois que c'est un peu les messages qu'on devrait tirer de tout ça, c'est que cette grande étude qui est parue juste il y a quelques mois, la combinaison de l'IMC et de la fonction cardio-respiratoire, de la forme cardio-respiratoire, et c'est une combinaison de deux choses. C'est-à-dire que le mauvais pronostic, c'est ceux qui auront et l'IMC élevé et une mauvaise forme cardio-respiratoire, c'est-à-dire qui ne font pas d'exercice régulièrement. C'est les conclusions de cette étude qui est parue juste il y a quelques semaines, je dirais, sur près de 500 000 adultes. Et vous voyez ici, à droite, l'incidence de maladies cardiovasculaires, et ceux qui sont les plus prédisposés, c'est ceux qui ont une obésité et un low CRF, c'est-à-dire low cardio-respiratoire fitness, une faible. Donc le message est très clair. Si la personne est obèse, la première chose à faire, c'est de bouger. De bouger pour réduire son risque d'insuffisance cardiaque, mais aussi de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toute cause. C'est très important et à travers le temps, on se rend compte que ce duo faible forme cardio-respiratoire et obésité, c'est le plus catastrophique. Et il faut faire de la PA, Physical Activity. La perte de poids, donc, est très importante pour l'insuffisance cardiaque, mais aussi pour la maladie coronaire. Et on parle beaucoup de chirurgie bariatrique qui a fait ses preuves quand il y a une obésité morbide. Et par contre, les études sur faire un régime tout seul n'ont jamais pu montrer une réduction de mortalité, comme dans cette grande étude Lookhead, mais on se dit que si ça n'a pas pu prouver réduction de mortalité, c'est qu'en général, la perte de poids, elle n'est pas très importante, elle est modeste, de 5 à 10 kilos, et que si on perdait plus de 10%, on aurait une réduction des événements. Alors, les médicaments et réduction du risque d'insuffisance cardiaque, il y a des médicaments de l'obésité qui permettent de réduire le risque d'insuffisance cardiaque. C'est très intéressant puisque maintenant nous avons les glyphlosines et je voulais vous montrer ça. Je crois que j'ai encore 3 minutes sur mon temps, n'est-ce pas? Alors, c'est que récemment, il a été démontré qu'avec l'empagliflozine, je vous montre le papier qui est sorti il y a quelques mois, avec l'empagliflozine, on arrive dans ce papier à réduire la graisse épicardique et sous-cutanée chez les non-diabétiques qui ont une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite. Ça a pu réduire la graisse épicardique et donc arriver à améliorer. Alors les 2 minutes qui me restent, je voudrais parler du dernier point, celui de ce qu'on a longtemps appelé le paradoxe de l'obésité. Parce qu'il y a depuis 10 ans des papiers qui disent que quand on est obèse, on affronte mieux la maladie, comme le syndrome coronaire aigu. Je vous montre ça. Évidence pour ceux qui sont obèses que quand ils ont un syndrome coronaire aigu, eh bien leur pronostic est meilleur. Regardez, c'est une courbe en J. Plus on est obèse, et plus quand on a un syndrome coronaire aigu, on s'en tire mieux que les plus maigres ou ceux qui ont un IMC normal. Il n'y a pas que ça. Il y a un papier très récent aussi, obésité et le devenir après stenting. Là aussi, ça c'est très récent. Après stenting, les obèses ont un meilleur pronostic. Ça c'est connu, c'est le paradoxe de l'obésité. Et si je vous l'ai montré aujourd'hui, et ma dernière slide, c'est juste pour vous dire que ce paradoxe de l'obésité,
grâce à l'actualité de l'obésité, on est peut-être en train de le déchiffrer. Le message est clair, quand on n'est pas malade en prévention primaire, mieux vaut être maigre, mais si on a une attaque, c'est les plus obèses qui vont mieux s'en tirer. Et une des explications, elle est là, elle nous dit que le tissu adipeux cardiaque a la possibilité d'augmenter l'angiogénèse, donc d'améliorer la circulation, et il a la possibilité de réduire la taille de l'infarctus. Donc, c'est formidable et merci. Donc, une question. Il y a tellement d'appareils actuellement sur le commerce pour essayer de définir une masse grasse, une masse musculaire. Il y a tellement de choses qui ne sont pas réellement fiables. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens? Quel est le meilleur appareil à moindre coût qui pourrait donner cette... Ma deuxième question, essentiellement, l'association obésité-syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce qu'il faudrait parfois explorer tous les sujets d'un certain poids en faisant une exploration? Oui. Et vous voulez, ces derniers temps, on parle un peu trop, mais ce n'est pas là, des inhibiteurs des SGLT2. Et on voudrait même les mettre sur la réduction du poids. C'est sûr qu'apparemment, d'après pas... Mais la réduction du poids, c'est 2, 3, 4, 5 kilos maximum. Alors qu'on parle d'obésité, et ce n'est pas les 3 ou 4 kilos, et je ne pense pas qu'il est souhaitable de mettre tout sur des bénéfices des SGLT2. Je ne parle pas d'insuffisance cardiaque ou autre, mais vouloir les incriminer également, les intégrer dans le processus de réduction du poids, ça me semble un peu trop court. Très bien, merci. Pour la première question, la masse grasse. Pour la masse grasse, effectivement, il y a des appareils qu'on a sur le marché, mais d'après ce qu'on vient de voir là, cette masse grasse, elle peut être élevée avec un risque faible, c'est-à-dire que ça ne va pas beaucoup nous avancer, puisqu'on a bien vu que c'était surtout la graisse péricardique et la graisse épicardique qui avaient un rôle très important, et la graisse sous-cutanée, qui est souvent calculée par ces appareils-là. Ils calculent surtout la graisse sous-cutanée parce que c'est un contact avec des infra... donc, ça ne va pas vraiment nous aider. Et le fait d'avoir cette masse grasse en tant que médecin, mais plutôt cette graisse qui est autour du cœur, péricardique et épicardique. Alors, pour la seconde question, ou plutôt je commencerai par la troisième, pour ces SGLT2. Ces SGLT2, maintenant, c'est juste une petite étude qui a dit que ça peut réduire tout ce qui est graisse péricardique, mais maintenant, de là, est-ce que ça impactera le pronostic? Est-ce que c'est un des mécanismes? Parce que vous savez, le mécanisme des SGLT2, personne ne le connaît encore vraiment. On sait qu'il y a une action diurétique, une action métabolique, une action... Mais peut-être que c'est un des mécanismes, c'est juste une avancée. Voilà. Pour votre deuxième question qui concernait, rappelez-moi, l'apnée du sommeil, ça c'est très important. On sait très bien tous que dès qu'il y a obésité, on pense à l'apnée du sommeil. Donc, est-ce qu'il faut le faire systématiquement chez tous les obèses? S'il y a un point d'appel, si ça répond au questionnaire, ou s'il a une HTA résistante, ou s'il a des choses. Mais personnellement, c'est un point de vue personnel, on ne mettrait pas systématiquement chez tous les obèses, mais peut-être qu'un jour, on nous dira que ce serait bien de le faire à tout le monde. Merci. Merci, Si Mohamed. Il y a une question qui est tombée. On te demande, faut-il faire maigrir tous les obèses sans autre facteur de risque? Je crois que c'est très important. Tant plus on est jeune, et plus on doit insister. Le patient, plus il est jeune, et plus on doit se battre en tant que médecin à tout faire pour qu'il maigrisse. Et peut-être que s'il arrive à la cinquantaine ou soixantaine, on va y aller moins énergiquement, on va se battre uniquement ceux qui ont une obésité morbide de plus de 35 d'IMC ou 40 d'IMC. Mais il faut qu'on garde en tête, plus on grandit et plus on tolérera cette obésité jusqu'à un certain point. D'accord, merci professeur Alami.